Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Juliette Camde. Bonjour, bienvenue dans le journal magazine pluriel de ce samedi 4 mars. Elle s'occupe des tâches de la maison et participe à l'éducation des enfants. Les aides ménagères ont un rôle important dans la transmission des valeurs. Dans cette édition, Mazalo, une aide ménagère, partage son expérience. Bonne hygiène de vie. Alimentation équilibrée et pratique régulière d'une activité sportive contribue à éviter la prise de poids. La journée mondiale contre l'obésité observée ce 4 mars permet de mobiliser les énergies et de sensibiliser les mentalités. La Côte d'Ivoire rapatrie ses ressortissants en provenance de Tunisie. Un vol affrété par Air Côte d'Ivoire a quitté Tunis à 6h temps universel ce samedi avec à son bord 145 passagers. Pour l'instant, 1100 personnes se sont inscrites pour être rapatriées. Dans la rubrique Invité, nous parlerons des préparatifs de la Journée internationale de la femme avec la directrice du genre et des droits de la femme, Mazalo Tebie Amoussou Kwetete, et de la contribution de l'ONG Santé Intégrée au Togo avec la directrice pays adjointe Anita Kouvahe Eklo. Et puis, vous suivrez également les échos du palais, les sports et la revue de presse hebdomadaire. Elle dépoussière, nettoie, range, fait la vaisselle. Elle veille aux courses, prépare les repas et veille aussi à la conservation des aliments. Elle, c'est l'aide ménagère. Ce sont elles qui s'occupent aussi pratiquement de l'éducation des enfants dans la maison. L'apport d'une aide ménagère dans l'éducation des enfants avec Bénédicte Kanda. Elle est allée à la rencontre de Mazalo, une aide ménagère bien entendu. Où est Paul? Je suis là. Où est Michel? Je suis là. Pourquoi vous n'avez pas d'éclair? Tata, comme l'appellent affectueusement les enfants dont elle s'occupe, est une femme de 44 ans, elle-même mère de 5 enfants. Cela fait 7 ans qu'elle apporte son aide à une famille de 5 personnes. Elle a décidé de faire ce travail après le décès de son époux. Mazalo nous parle de son rôle dans la maison. Celle qu'on appelle domestique doit avoir la patience pour pouvoir s'occuper convenablement des enfants. Quand les parents sont pris par leurs activités, c'est à l'aide ménagère de prendre la relève dans l'éducation des enfants. Quand un enfant commet une faute ou fait des bêtises, il n'est pas question de déverser la rage sur cet enfant ni le frapper. Il faut juste une certaine rigueur pour faire comprendre à l'enfant ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il faut s'occuper d'eux avec amour pour que des années plus tard, ces enfants se souviennent positivement de celle qui s'est occupée d'eux dans leur enfance. Et quand un enfant persiste dans le mal, la domestique doit rendre compte aux parents pour qu'ils sachent ce qui se passe à la maison en leur absence. Pour Mazalo, bien s'occuper des enfants est une mission qu'elle accomplit avec amour. Celle qui vient servir dans une famille ne devrait pas mettre le gain de l'argent au devant. Quand tu fais du bon travail, le Seigneur t'ouvre des portes en retour. Quand tu as des soucis, il faut en discuter avec tes employeurs. Il est bon de s'occuper des enfants avec amour. Cela est très important. Tu leur transmets ainsi les bonnes valeurs. Comme Mazalo, elles sont nombreuses, ces aides ménagères, à jouer une part importante d'éducation dans les ménages. Cependant, les parents devraient également s'assurer de leur bonne moralité pour une bonne transmission des valeurs aux enfants.
Les enfants dont s'occupe Mazalo sont certainement scolarisés. Des cantines scolaires au Togo pour maintenir les enfants à l'école. Mais d'où proviennent les denrées alimentaires préparées dans ces cantines? Yao Kamake. La politique gouvernementale togolaise de la loi sur l'alimentation scolaire impose que les nourritures des cantines scolaires soient préparées à base des aliments produits localement par des parents paysans des communautés bénéficiaires. Une méthode avantageuse que nous relève la directrice générale de la NADEB, Mazalo Katanga. Depuis l'année dernière, nous avons eu des instructions au regard de la loi. Avec les achats des produits locaux, c'est qu'on mange davantage localement. On fera de telle sorte que chaque école ait un contrat avec des producteurs de sa localité pour avoir tout ce dont elles ont besoin pour préparer et réduire ainsi l'achat des produits qui nous viennent d'ailleurs. Et si on le fait ainsi, c'est une façon aussi à l'école ou à la cantine d'encourager la production locale. La ministre en charge du développement à la base et la NADEB était dans la commune du Zio 4 mercredi dernier pour s'assurer de la mise en œuvre des orientations de la loi sur l'alimentation scolaire. C'était à l'occasion de la journée africaine de célébration de ce concept. L'assainissement doit être de rigueur dans les cantines scolaires pour éviter les risques de maladies. Radio Lomé revient sur les éventuels risques d'intoxication qu'auraient subi les boules d'acassan ou encore appelées akman consommées par les élèves dans la préfecture de Dankpen le 16 février dernier, dont une centaine avaient souffert d'intoxication. Nous retrouvons Mathieu Kounou Tobossi, spécialiste en hygiène et qualité alimentaire, pour une analyse globale sur les probables risques d'intoxication dans la préparation de repas. Une intoxication alimentaire est un ensemble de signes et de symptômes qu'une personne ou plusieurs personnes présentent suite à l'ingestion d'un aliment infecté par des bactéries, virus, parasites ou des substances chimiques. Mathieu Kounou-Tobossi, spécialiste en hygiène et qualité alimentaire, fait une analyse en 3 phases de l'incident de Dankpen. L'intoxication pourrait être survenue avant la préparation des boulettes d'akman. Les boules d'akman ont été produites avec du maïs. Comment est-ce que ce maïs a été conservé? Quel type de sac, quel type de contenant? Est-ce que ces contenants-là n'ont pas été au contact d'herbicides, d'insecticides, au contact d'autres conservateurs? C'est à vérifier. La qualité microbiologique du maïs même, est-ce que ce n'est pas du maïs périmé, puisque c'est de la vente publique? Donc, est-ce que c'est du maïs pourri, contenant déjà des champignons visibles qu'on a lavés? Alors, lorsque le maïs a été trempé et amené au moulin, après mouture au moulin, la pâte de maïs trempée, est-ce que cette pâte-là, est-ce qu'elle n'est pas contaminée depuis le moulin? Il faut se le demander. Cette pâte-là va subir une étape de fermentation. Alors, il faut aussi se questionner sur cette étape-là. L'eau qui a servi à faire cette étape-là, est-ce que cette eau n'est pas souillée? Si souillée, cette eau peut permettre le développement de microbes résistants à la température lors de la cuisson. Et donc, même si on fait cuire cette pâte-là et que ça donne à pain, il y a des germes qui peuvent résister à plus de 100 degrés. Et donc, vont se retrouver dans cet aliment-là, ou bien leurs toxines produites dans la pâte d'akman va donner des manifestations ultérieures au consommateur final. On peut contaminer la pâte d'akman avec ses mains souillées. Parlons de la possibilité d'intoxication lors de la préparation. Mathieu Kounou-Tobossi. Lorsque les boules d'akman sont prêtes, la conservation de ces boules, ça se fait souvent dans les sachets plastiques. Ces sachets-là, est-ce que ce sont des sachets non souillés? Si c'est dans les bols plastiques, est-ce que ces bols plastiques-là ont été bien nettoyés? Avec quel type d'eau? Il faut voir ça. Maintenant, revenons sur la sauce d'accompagnement. De quel type de sauce il s'est agi? Est-ce que c'est une sauce légumes? Comment est-ce que ça a été nettoyé avant la cuisson? Alors qu'on sait que beaucoup de germes se déposent sur les feuilles et les légumes et autres avant la cuisson. Les types de sauces qui ont accompagné ce repas d'akman sont à questionner aussi. La qualité des ingrédients. Est-ce que c'est de la tomate pourrie, de l'oignon pourri, des piments pourris, d'autres types d'ingrédients qu'on a récupérés in extremis? Comment est-ce que ces ingrédients ont été conservés? Dans quelles conditions on les a moulus? Est-ce que c'est écrasé sur la meule à la maison? La meule était propre? Tout ça est à voir.
Lorsque la sauce est cuite, comment est-ce que cette sauce a été conservée? Puisque c'est le jeudi que la chose s'est passée. Alors, est-ce que c'est une sauce de dimanche qui a été conservée, réchauffée jusqu'à jeudi, ainsi de suite? Tout ça, c'est à revoir. Le type de poisson ou de viande qu'on a retrouvé dans la sauce, la qualité de ce poisson à l'achat, la qualité de cette viande à l'achat, dans quelles conditions ça a été conservé? Est-ce que ça a été laissé à la merci des mouches, des insectes, des nuisibles? Il faut voir aussi tout cela. Si un seul germe a été déposé par une seule mouche ou par un rongeur et que ce morceau de poisson ou de viande est déposé dans la sauce, paf, cette sauce pourra être contaminée. Une autre éventualité, le repas pourrait être intoxiqué après préparation. Le processus 3. Maintenant, comment est-ce que la distribution a été faite jusqu'aux enfants? Les bols, les plats dans lesquels les enfants ont mangé, est-ce que ça a été bien lavé? Avec quel type d'eau? Celui qui est en train de laver ça, les glaciers dans lesquels on a mis la sauce et les boulettes d'akban, est-ce que ces glaciers ne sont pas souillés entre-temps? Il faut revoir tout ce processus post-production. Maintenant, nous prenons l'environnement physique et l'environnement immédiat de la dame et de ses collaboratrices. L'hygiène corporelle de la productrice elle-même. Est-ce qu'elle bavade beaucoup pendant le service aux enfants? Puisque ça peut contaminer aussi les repas. Quel type de source d'eau elle utilise à domicile? Est-ce que c'est une fontaine? Est-ce que c'est un puits? Est-ce que c'est un marigot qu'on prend cette eau-là? La qualité de cette eau-là est en jeu. Faisons attention, nous sommes tous exposés chaque jour à des intoxications. Sachons que manger, comment le manger et surtout où manger. Manger aussi peut aboutir à certains risques. Au-delà de l'intoxication, nombreux donc sont ceux et celles qui sont victimes de surpoids ou de l'obésité, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos communautés et qui devient un problème de santé publique. Aujourd'hui, 4 mars, est célébrée la Journée mondiale contre l'obésité. L'événement permet de mobiliser les énergies et de sensibiliser les mentalités afin de faire évoluer les visions du public en luttant contre les idées reçues. Suivons justement le point de vue de l'homme de la rue au micro de Nabara Nafara Noudar. Ça dépend dans le contexte dans lequel vous connaissez ce médicament-là ou bien ces procédés. Si ces procédés-là, si ça te vient du village, que c'était grands-parents qui l'utilisaient, ça peut être efficace. Parce que les recettes de grand-mère ne font jamais défaut. Mais si c'est un vendeur d'illusions sur l'internet, bon, peut-être que ça ne peut pas marcher aussi. Je suis d'accord parce que j'avais une tante qui était grosse et pour pouvoir maigrir, elle a utilisé les tisanes. Aujourd'hui, elle a maigri. Donc, j'ai pas de souci à ce que les gens utilisent les produits pour pouvoir maigrir. En réalité, le seul moyen pour pouvoir lutter contre l'obésité, c'est la pratique du sport. À part ça, moi, je ne trouve pas autre chose. L'obésité, nous savons que c'est depuis la naissance. Si, par exemple, la personne se donne au chocolat ou bien à des choses qui peuvent fois l'amener à ce stade, donc, si ça arrive, la personne doit lutter contre ça. Si on lui indique des médicaments à prendre, lui aussi va essayer de voir si ça marche, tant mieux. Bonne hygiène de vie, alimentation équilibrée et pratique régulière d'une activité sportive contribuent à éviter la prise de poids. L'économie du Soudan est en chute libre depuis le coup d'État du 24 octobre 2021 qui a entraîné notamment le gel des aides internationales. Les économistes tirent la sonnette d'alarme. 2 Soudanais sur 3 auront besoin d'aide humanitaire en 2023. Le président français Emmanuel Macron, qui effectue une tournée en Afrique centrale du 1er au 5 mars 2023, se trouve dans 3 pays de la région en l'espace de 24 heures. Hier, il était en Angola, au Congo-Brazzaville, puis en République démocratique du Congo, après le Gabon jeudi. Ce voyage s'inscrit dans la volonté de la France de renforcer les liens avec de nouveaux partenaires sur le continent. La Côte d'Ivoire rapatrie ses premiers ressortissants de Tunisie. Ce matin, un vol affrété par Air Côte d'Ivoire a quitté Tunis à 6 heures, temps universel, avec à son bord 145 passagers. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Tunis, il y a pour l'instant 1100 personnes qui se sont inscrites pour être rapatriées. Cette opération s'adresse aux Ivoiriens qui souhaitent rentrer de manière volontaire. Après le rapatriement de Guinéens, ces évacuations qui concernent aussi bien
Les Maliens que les Ivoiriens font suite au discours violemment xénophobe du président Kais Saied. Le 21 février, en effet, le président tunisien a affirmé que la présence en Tunisie d'immigrés clandestins provenant de pays d'Afrique subsaharienne était source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Ce discours, condamné par les ONG, bien évidemment, comme raciste et haineux, a provoqué un tollé dans le pays. À Tunis, des centaines de manifestants sont descendus dans la rue le 25 février pour scander non au racisme. Malheureusement, le discours du président a eu pour effet de déclencher une vague d'agressions envers les subsahariens qui se sont précipités par dizaines à leur ambassade pour être rapatriés. Rubrique invitée, la journée internationale des droits de la femme sera célébrée mercredi prochain, le 8 mars. Déjà, la direction du genre a tenu, il y a quelques jours, une rencontre pour situer l'opinion sur le thème de cette année. La directrice du genre et des droits de la femme, Mazalo Tebie Amuzu Kwetete, revient sur les enjeux du thème et le bilan des célébrations précédentes. Elle est au micro de Abiré Lemo. Madame Tebie Amusu Kwetete Mazalo, bonjour. Et bonjour. Vous êtes directrice du genre et des droits de la femme. Les préparatifs de la journée internationale de la femme ont commencé. Parlez-nous de cette rencontre d'information. Le ministère en charge de la promotion de la femme a organisé cette journée d'information couplée d'une conférence débat sur le thème de la journée internationale de la femme qui est placée cette année comme pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et l'objectif de cette rencontre d'information est de porter à la connaissance de tous les acteurs du pays ce thème international et que le Togo a pris en compte ce thème en raison des priorités de ces enjeux, du défi de ce thème international. C'est de partager ce thème, ces enjeux et sa pertinence. Et cela à travers une conférence débat qui a été animée par d'éminentes personnes ressources du domaine du digital. Parce que le thème porte sur le digital et l'égalité des sexes. Et au cours de cette rencontre également, le programme du gouvernement a été déroulé et nous avons invité tous les acteurs qui célèbrent cette journée de s'insérer dans le programme national, de s'insérer dans le programme du gouvernement. Donc il y a un canevas qui leur a été envoyé. Donc ils vont inscrire toutes leurs activités liées à cette journée pour qu'on puisse avoir un programme national consolidé. Cela permettra au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme, de pouvoir coordonner toutes ces activités qui sont inscrites au plan national pour la célébration de cette journée internationale de la femme. Par rapport aux célébrations précédentes, le bilan, il est comment? Oui, nous avons présenté le bilan, effectivement, de ces années précédentes, de la célébration des années précédentes. Il est vrai, nous avons présenté des acquis. Quand nous prenons la journée d'information, c'est un acquis. C'est un acquis, parce que tout le monde sera au même niveau d'information. Tout le monde saura ce que c'est que cette journée. Qu'est-ce que c'est que ce thème, le thème retenu, que ce soit sur le plan international comme sur le plan national. Donc chacun comprend ce que c'est que le thème. Donc nous nous rassemblons. Donc c'est déjà un acquis. Et au cours de ces journées également, et le ministère, en collaboration avec l'appui des partenaires techniques et financiers, nous faisons des appuis en matériel agricole ou de production aux groupements féminins et mixtes à l'intérieur du pays pour qu'ils puissent accroître leur activité génératrice de revenus pour sortir d'un point A et aller à un point B. Donc voilà ce que nous faisons sur le terrain. Et ce n'est pas suffisant. Donc nous lançons un appel à tous nos partenaires pour qu'ils nous appuient, que l'appui soit consistant, pour que nous puissions atteindre toutes nos cibles, pour que demain, ils ne soient pas dans la même situation. Donc voilà ce que nous faisons. Ce n'est pas assez, mais nous comptons sur nos partenaires
qui nous accompagnent tous les jours et inviter aussi, non seulement qui nous accompagnent tous les jours, mais inviter aussi d'autres partenaires à emboîter le pas. Le thème sur le plan international, vous l'avez évoqué tantôt, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Quels sont les enjeux de ce thème pour le Togo? Oui, il y a plusieurs enjeux. Et quand on parle de digital, même ceux qui manipulent même les ordinateurs, je peux le dire ainsi, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise tous les enjeux de ce monde digital. Et nous avons les réseaux sociaux. Nous avons les réseaux sociaux sur lesquels les informations passent. Et il est aussi important que tout le monde sache, surtout les femmes. Vous savez que les femmes ont plus de difficultés dans ce domaine. Donc c'est ce qui a motivé le pays à prendre au niveau national ce thème international pour pouvoir mettre l'accent sur comment contribuer à ce que chaque personne puisse avoir la maîtrise. Non seulement la maîtrise, comment pouvoir utiliser tout ce arsenal digital et éviter des dérapages. Nous avons invité des personnes ressources qui vont nous entretenir sur ces différents enjeux et vraiment voir comment les femmes aussi pourront utiliser ce digital. Ces ordinateurs, on le dit, nous voyons qu'il y a des télés, nous avons les téléphones mobiles et comment pouvoir canaliser, orienter pour qu'elles puissent également bénéficier des acquis, des atouts de ce monde digital et pouvoir augmenter leur activité génératrice de revenus. Surtout, là j'ai mis l'accent au niveau local, au niveau de nos sœurs qui sont dans le monde rural. Outre la journée d'information, quels sont les autres événements qui vont meubler la célébration de la journée internationale de la femme? Il y aura un message de Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation qui sera diffusé sur les médias la veille de cette célébration. Il est prévu également l'apothéose de cette journée. Le lieu n'est pas encore précis, mais vous le saurez très bientôt. Donc cette journée sera matérialisée par une apothéose dans une localité. L'année passée, nous l'avons fait au niveau de la préfecture de Blita parce que le gouvernement s'est dit la journée internationale de la femme, ce n'est pas seulement à Lomé qu'on la célèbre, mais c'est à l'intérieur du pays. Il faut également aller vers nos sœurs de l'intérieur pour qu'elles sentent aussi que le Togo ne s'arrête pas seulement à Lomé. Donc nous l'avons fait l'année passée à Blita et nous proposons le faire cette année dans la préfecture de la Kosa, à Kara précisément, au palais des congrès. Mais nous aurons la confirmation. Ce n'est pas seulement fêté, mais vous voyez qu'aujourd'hui nous avons invité, tel que je le disais, des éminentes personnes ressources du domaine du digital pour nous accompagner et faire mieux connaître, comprendre le thème. Madame Mazalo Tebie Amoussou, Kouetete, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. En deuxième invité, on va parler santé. L'ONG Santé Intégrée contribue au renforcement des systèmes de santé au Togo, surtout en matière de santé communautaire. Cependant, cette organisation est peu ou mal connue du public. Elle organise le 10 mars prochain des journées portes ouvertes à Lomé. La rencontre sera également une occasion d'appel aux bonnes volontés pour participer aux soins de santé dans les communautés. Nous avons rencontré la directrice pays adjointe Anita Kouvahe Eklo. Elle répond aux questions de Alice Berthe Barandao. Bonjour Madame Kouvahe Anita. Bonjour Madame Alice. Plusieurs structures et ONG militent dans divers domaines pour offrir des soins de santé aux populations, parmi lesquelles Santé Intégrée. On peut d'abord mieux connaître votre structure. Santé Intégrée est une organisation internationale dont le siège est basé à Kara avec un bureau secondaire à Lomé. Et c'est une organisation qui s'occupe essentiellement du bien-être en termes de santé des personnes. Et par rapport à cela, nous avons notre mission qui est de rendre accessible à tous des soins de santé à un coût vraiment réduit. Et nous avons également des valeurs. Nos valeurs, c'est l'efficacité, l'autonomisation, la transparence, le respect, l'engagement et la collaboration. Donc, en se fondant sur ces valeurs, nous travaillons sur 4 piliers de base qui sont les interventions en base communautaire,
le mentorat clinique, la chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure. Et notre dernier pilier, c'est la suppression totale des frais d'utilisation. Si nous prenons le premier pilier, qui est l'intervention à base communautaire, nous nous focalisons sur les ASC, dont 75% sont des femmes. Et ces ASC sont identifiés au sein de la communauté, sont formés, offrent des soins de santé primaires aux enfants de moins de 5 ans, font la référence des femmes enceintes vers les formations sanitaires et font également la promotion de la planification familiale pour les femmes en âge de procréer au sein de leur communauté. Le mentorat clinique, il s'agit d'accompagner les prestataires cliniques par leur pairs au niveau des formations sanitaires pour que les soins dispensés soient toujours des soins de qualité à l'intérieur des formations sanitaires. Par rapport à la chaîne d'approvisionnement, on ne peut pas traiter quelqu'un si on n'a pas des médicaments. Donc, Santé Intégrée a pris sur elle de mettre en place une chaîne d'approvisionnement jusqu'au kilomètre zéro, comme on le dit, pour que le médicament soit à la portée des personnes malades. Mais avant que les soins ne soient de qualité, il faut que la structure soit vraiment une structure accueillante. Et par rapport à ça, nous faisons une réhabilitation des structures avec lesquelles nous travaillons. Notre dernier pilier qui est la suppression des frais, c'est-à-dire que l'argent ne doit pas être un frein à la demande de soins, ce qui fait que nous ciblons les enfants de moins de 5 ans, la femme enceinte et les femmes en âge de procréer sont prises en charge à frais vraiment réduits pour garantir leur santé et leur bien-être. Voici un peu résumé ce qu'est Santé Intégrée. Voilà, vous êtes plus spécialisé dans la santé communautaire et votre structure Santé Intégrée organise des journées portes ouvertes le 10 mars prochain à Lomé. De quoi sera-t-il question concrètement? Effectivement, le 10 mars, nous organisons une journée porte ouverte à l'hôtel Edaoba. Et au cours de cette journée, nous avons pour optique de parler de santé intégrée, de démontrer à la population ce que nous faisons, quel est notre résultat et quelle est notre vision vis-à-vis de la santé communautaire pour aller à la couverture sanitaire universelle. Au cours de cette journée porte ouverte, nous aurons d'abord le développement du thème de la journée qui est le partenariat levier pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Quel est le lien entre le partenariat et l'atteinte des objectifs de la couverture sanitaire universelle? 2 autres panels seront également organisés le même jour. Le premier panel a trait à la santé numérique. Qu'est-ce qui se fait actuellement au Togo et quelles sont les perspectives pour que cette santé numérique soit vraiment effective dans notre pays et soit accessible à tout le monde? Deuxième panel, nous sommes pas loin de la journée de la femme. Nous sommes dans le mois de la journée de la femme et le deuxième panel a trait au genre. Le genre dans la santé communautaire pour aller à la couverture sanitaire universelle. Quel est le rôle du genre? Ici, nous n'entendons pas genre homme ou femme, mais nous entendons genre dans toutes les dimensions pour aller à la couverture sanitaire universelle. Une autre activité également qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'atelier d'écriture. Cet atelier d'écriture, nous l'avons focalisé sur nos jeunes sœurs, les étudiantes en fin de cycle des écoles de journalisme de la place. Nous allons les amener à rédiger des papiers sur la santé communautaire. Les papiers qu'ils auront à rédiger ce jour-là, nous allons le mettre sous forme de compétition pour voir quels sont les meilleurs papiers pour publier sur notre site. Enfin, de susciter cet engouement des journalistes en herbe à aller vers la thématique de la couverture sanitaire universelle. Enfin, d'informer le profane qui entend ce thème mais qui ne sait pas concrètement ce qu'il y a dedans. L'activité commencera à 8h30 le 10 mars à Edaoba et c'est pour toute la journée. Tout le monde est bienvenu. Voilà, plein de choses seront faites, mais dites-nous, qu'est-ce qui a pu motiver ou bien pourquoi avez-vous trouvé nécessaire d'organiser un tel événement? Oui, nous avons trouvé nécessaire d'organiser un tel événement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est dans nos communautés, nous avons nos frères et nos sœurs que nous appelons communément des agents de santé communautaire qui font un travail formidable. Ils sont au premier rang de la santé
mais le plus souvent, on ne les connaît pas, on les ignore, on ne leur donne pas leur valeur en fonction du service qui rentre dans la communauté. Quand un enfant est malade la nuit, c'est à l'agent de santé communautaire qu'on s'adresse en premier lieu. Et c'est lui qui, en premier lieu, rassure et prend en charge cet enfant. Mais dans beaucoup de communautés, on ignore complètement ces efforts. C'est de les valoriser, de démontrer que nous pouvons réduire la mortalité des enfants. Nous pouvons réduire la mortalité des femmes si nous bâtissons un système où l'agent de santé communautaire est au centre. Deuxième également, tout ce qui a lien avec la couverture sanitaire universelle. On entend le mot, mais concrètement, on ne sait pas de quoi il s'agit, comment y faire, quel est l'objectif du pays pour atteindre cette couverture sanitaire universelle. On ne le maîtrise pas trop et ça serait également l'occasion de donner la parole aux professionnels de la santé pour qu'ils puissent expliquer à tout le monde qu'est-ce qu'on met concrètement dans cette thématique de couverture sanitaire universelle et quel est le lien qu'on peut faire entre les interventions à base communautaire et la couverture sanitaire et quel est le rôle que la communauté et l'agent de santé communautaire peuvent jouer pour que on puisse atteindre les objectifs liés à la couverture sanitaire universelle. Bien sûr, à rassurer encore le ministère que Santé Intégrée est à ses côtés pour que nous puissions ensemble aller vers ces objectifs fixés par le pays. Alors madame, les agents de santé communautaire aident énormément dans les offres de services aux populations. À vos journées portes ouvertes, qu'est-ce qui sera fait pour eux spécialement en guise de reconnaissance? Je n'aborderai pas la question en guise de reconnaissance parce que Santé Intégrée a déjà eu à faire une grande activité qui a regroupé tout son personnel l'année passée à Cara où les ASC ont été célébrés à leur juste valeur. À cette journée porte ouverte, il s'agira aux ASC même de démontrer ce qu'ils font pour la population, pour la communauté dans laquelle ils ou elles vivent. Et il s'agira au cours de cette journée porte ouverte, nous ferons des stands. Nous aurons 8 stands et un stand sera dédié spécialement aux agents de santé communautaire qui présenteront tout le programme qu'ils exécutent en termes de comment est-ce qu'ils sont sélectionnés, quelle formation ils ont eu, comment est-ce qu'ils traduisent ces formations en pratique au niveau de la communauté, comment est-ce qu'ils prennent en charge la communauté. Ils auront à faire des témoignages par rapport à leurs services, aux bénéfices que la population a eu à tirer de leurs services. Donc, c'est leur journée. C'est à eux maintenant de nous dire concrètement comment est-ce qu'ils vivent en tant qu'agents de santé communautaire, comment est-ce qu'ils reconnaissent l'intérêt que la communauté porte à eux et comment est-ce qu'ils traduisent dans la pratique toute cette formation dont ils bénéficient. Nous avons également les pères éducateurs qui sont des hommes mariés, identifiés dans la communauté, qui ont été formés pour parler du bien-être et des bienfaits de la planification familiale au sein de la communauté. Troisième personne également qui sera à l'honneur, ce sont les conducteurs de nos ambulances tricycles qui seront là également et qui expliqueront comment est-ce qu'ils font l'évacuation de la femme ou bien de l'enfant qui est référé depuis la communauté vers la formation sanitaire ou bien de la formation sanitaire vers les hôpitaux de district. L'ambulance tricycle sera exposée ce jour-là et nous invitons sincèrement la population de venir voir que à moindre coût, on peut réduire la mortalité, à moindre coût des décès évitables au niveau de la communauté. Alors, pour finir, que retiendra le public de Santé Intégrée après vos journées portes ouvertes? Ce que nous aimerions que le public retienne, c'est qu'il puisse comprendre que nous, en tant que Togolais, nous pouvons aider notre communauté à être en bonne santé et à vivre très éloigné des soucis de la maladie, des soucis des décès, et que la femme enceinte qui va à l'hôpital doit revenir avec un enfant dans les mains, doit revenir pour célébrer la naissance et ne doit pas revenir pour qu'on pleure son décès. Et par rapport à cela, le plus souvent dans nos communautés, ce sont le transfert des dernières minutes qui créent des problèmes. C'est
c'est en ce moment que la famille va en réunion pour aller chercher l'argent pour faire le transfert. Alors qu'avec l'ambulance tricycle, et ça, nous voulons vraiment que la population puisse entendre notre doléance. L'ambulance tricycle n'est pas aussi chère que cela. Et quand ils vont voir cette ambulance, ils comprendront que au sein de nos communautés, nous pouvons mobiliser des fonds, nous pouvons faire des collectes auprès de nos frères qui sont à l'extérieur ou bien à l'intérieur même, après nos agricultures, nous pouvons nous réunir, acheter ces ambulances, l'équiper et mettre ces ambulances à la disposition de la communauté pour réduire un tant soit peu ce retard qui fait que la femme décède ou fait que l'enfant décède. Nous pouvons le faire. Ça ne coûte pas aussi cher. Le 10 mars, nous aurons l'opportunité de présenter et de donner le coup. Et nous faisons un clin d'œil à tous nos frères et sœurs qui sont en capacité d'aider leur communauté de le faire. On ne demande pas d'aider Santé Intégrée, mais on demande à travers Santé Intégrée, on peut s'approcher individuellement de nos formations sanitaires dans nos communautés qui sont parfois à 15 km du district, mettre à disposition cette ambulance-là. Si à la fin de cette journée, nous arrivons à mettre 2 ou 3 ambulances dans des communautés, nous dirons que nous avons réussi notre journée porte ouverte et nous avons réussi notre mission qui est de rapprocher les soins de la communauté. Merci beaucoup Madame Anita Kouvahe d'être venue. Merci Madame Alice de nous avoir reçus. Merci bien. Nous disons également merci à Alice et à son invité. Nous passons aux échos du palais. 10 ans de réclusion criminelle pour parricide. C'est la peine requise contre le jeune Pakidam, 27 ans, togolais, cultivateur, célibataire et père de 3 enfants. Il est accusé de meurtre sur son père, Djouti. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Selon les faits, le 4 avril 2020, dans le village de Tidjoate, une localité située à quelques kilomètres de la ville de Dapaon, aux environs de 9 heures, le nommé Bakendam a fait appel à son père, le nommé Djouti. Ce dernier, visiblement étant dans un état d'ébriété, a répondu à l'appel de son fils qui logiquement voulait lui parler dans une chambre servant de magasin. De ce magasin, le père n'en sortira pas vivant. Il est tué par son fils. Le jeune Bakendam a été surpris dans ce forfait par une de ses sœurs qui immédiatement a poussé des cris d'alerte pour ameuter le voisinage à qui elle a fait comprendre que son frère vient de tuer leur père. Sans plus tarder, la population s'est saisie de lui et l'a mis à la disposition de la gendarmerie. Devant la cour d'assises de Kara, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Merci Hélène Assabi. Les sports à présent. Les pelouses ont encore vibré ce samedi au rythme du championnat militaire et paramilitaire. Découvrons les différents scores enregistrés avec Sibi Lawson. Sur le terrain de la JCA, le régiment de soutien et d'appui RSA a dominé le 3e régiment d'infanterie, 3e RI, par 3-2. Les 3 buts du RSA sont l'œuvre de Takunyadi Esso, Bachamehe Bina et Assi Yves. Le 3e RI a marqué grâce à Ahala Alassa et Simtania Richard. Sur le terrain du Herbra, le 2e régiment d'infanterie, 2e RI, a épinglé l'armée de l'air 1-0. C'est le terrain de l'état-major qui a accueilli la confrontation Gendarmerie nationale, Marine nationale. Score final 2-1 en faveur de la Gendarmerie nationale. La dernière rencontre de ce samedi s'est également jouée à l'état-major. Il s'agit du duel entre le régiment parachutiste commando RPC et le régiment commando de la garde présidentielle RCGP. Et c'est le RPC qui l'emporte 1-0. L'unique but de la partie est l'œuvre de Nimon Piabalo. La compétition se poursuit lundi avec la 3e journée des matchs de poule. Sibi, pour ce qui est de la D1 Lonato, voici les affiches de cet après-midi. ASCO, Kakadl, Akara, AS OTR, ASCK, Alomé. Les autres matchs se jouent demain dimanche. Nous allons clôturer le magazine Pluriel avec la revue de presse. La gestion du fonds Covid-19 continue de faire couler l'encre et la salive, de même que le Forum des producteurs agricoles du Togo qui était à sa 4e étape la semaine dernière à Sokodé.
C'est sans vous oublier donc le démarrage effectif du processus de déclaration des biens et avoirs. Ce sont là les grands titres à la une des parutions de cette semaine. La revue de presse est avec Léontine Atoguima. Déclaration des biens et avoirs, mythe ou réalité, s'interroge la lanterne. La phase opérationnelle est effective, répond l'éveil de la nation. Les hostilités ont démarré le 1er mars, renchérit le Magna libéré. La lanterne qui reconnaît que l'heure est à la mise en application de l'obligation de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités aux fonctionnaires et autres assujettis a du mal à accepter la rencontre gouvernement et médiateur de la République sur le sujet. L'apparition se demande si en valait-il la peine que le médiateur de la République rencontre l'exécutif pour l'informer du démarrage et des contours du processus, vu que l'initiative provient du même gouvernement. Les membres du gouvernement ne sont-ils pas assez édifiés pour s'exécuter? C'est la question que se pose encore le journal qui émet des réserves sur le bon déroulement du processus. Dunia Le Monde rappelle l'importance de ce processus qui permet de mieux contrôler ceux qui ont la gestion du patrimoine national de leur prise de fonction jusqu'à leur départ. Ce contrôle a commencé avec la Cour des comptes qui a sorti un rapport pas glorieux sur la gestion des fonds Covid au Togo, chute l'hebdomadaire. Justement, au sujet de ce rapport, Symphonie note que le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, a fustigé la méthode de travail de la Cour des comptes. Pour sa crédibilité, la Cour des comptes doit réagir face à cette intervention, indique la dépêche. L'alternative, pour sa part, déplore que le gouvernement se décharge sur la presse et égratigne la Cour des comptes. Actu Express renchérit et qualifie de salmigondi le grand oral du gouvernement à l'Assemblée nationale. Le journal estime que le gouvernement aurait mieux fait s'il s'était présenté au Parlement avec des pièces comptables justificatives susceptibles de convaincre l'opinion sur le manque de reçus aux procès-verbaux de réception de marchandises. L'Union pour la patrie publie une enquête d'opinion sur la gestion de ce fonds Covid. L'enquête acte que 72% des Togolais approuvent la gestion de la réponse à la pandémie et 80% jugent inéquitable la distribution de l'aide aux personnes. Et que disent les partenaires techniques et financiers? C'est l'inquiétude de l'alternative. Des éclaircissements, le chef de l'État en a exigé des producteurs sur les difficultés inhérentes à l'agriculture, écrit l'Union pour la patrie dans son compte rendu sur les travaux du Forum des producteurs agricoles du Togo, étape de la région centrale. En effet, les producteurs ont partagé avec le chef de l'État leur vision pour le secteur agricole en relevant les difficultés liées à la lourdeur dans l'accès aux intrants et au financement, ajoute Ouara les vainqueurs. En réponse à leurs préoccupations, le messager rapporte que le numéro 1 togolais a apporté des solutions idoines. L'une de ces solutions est cette proposition de Fort Nyasingbe d'enregistrer les producteurs fiables dans une base de données afin que les livraisons des stocks d'engrais se déroulent sans autre forme de procès à temps voulu, relate l'Union pour la patrie. Les parutions se sont également intéressées aux élections au Nigeria. Les résultats de la présidentielle donnent Bola Tinubu vainqueur de ce scrutin. Flambeau des démocrates constate qu'au Nigeria, la tradition de l'alternance au sommet de l'État se perpétue. À échéance échue, Buhari a respecté les règles du jeu et c'est cela toute la beauté de la démocratie, poursuit le journal qui émet la conclusion suivante: l'autre leçon de l'Afrique anglophone à celle francophone. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà, c'est avec vous, Léontine Atoguima, que nous allons clore cette édition. Amis à l'écoute, merci de nous avoir suivis. Bon appétit si vous êtes à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@
@radiolomé.tg. Radiolomé.tg